Voilà, alors on va attaquer le grand 2 de l'épreuve 1 de 2008, à l'agrégation interne. Alors dans ce grand 2, on étudiait les sous-algèbres de Hand de E, donc l'algèbre des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie E sur C. Et le sur C va être important à un certain moment. Bien. On étudiait plus précisément les sous-algèbres irréductibles, c'est-à-dire qu'ils ne laissent stable que E et le sous-espace trivial nul. On montrait que dans le cas complexe, ces sous-algèbres, forcément, c'était en deux. Voilà. Donc, voilà la stratégie. La preuve est agréable, elle est bien structurée, et elle fait une jolie partie. Et on va regarder ça. La première question est extrêmement classique et on la retrouve dans beaucoup de problèmes, que ce soit à l'agrégation interne comme externe. Si deux endomorphismes commutent, tout sous-espace propre de l'un est stable par l'autre. Bon, alors on ne va pas faire deux fois la même preuve. On va dire, quitte à échanger le rôle de U et V, on va montrer que tout sous-espace propre de U est stable par V. Donc soit E lambda, le sous-espace propre pour la valeur propre lambda. Il faut montrer que si X appartient à E lambda, alors V de X appartient à E lambda aussi. Et donc, il suffit de montrer, on vérifie ça, que U de V de X est égal à lambda V de X, et on l'obtient avec une commutation comme ceci. Et en sortant, donc U de X, ça fait lambda X, et donc on peut sortir le lambda, ce qui nous donne ça. Donc V de X appartient à E lambda, et c'est terminé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, assez simple. Alors maintenant, deuxièmement, on a X, une partie de Hand de E, qui est irréductible. Alors, d'abord, c'est juste une partie, d'accord, c'est juste un ensemble, il n'a pas de structure, mais la partie est irréductible, ça veut dire que si on a un sous-espace de E qui vérifie U de F est inclus dans F, quel que soit U dans X, alors F est forcément soit 0, soit E. Voilà, c'est ça la définition de irréductible. Et il faut montrer qu'un élément commute avec tout U de X, si et seulement si il est scalaire. Alors la preuve, elle doit être faite proprement. D'abord, le sens facile. Si V est scalaire, alors forcément un scalaire commute avec tout endomorphisme, donc en particulier avec tout U de X. Bon, voilà, c'est dit, il fallait le dire. Et maintenant, l'application, un peu plus compliquée. Si V commute avec tout U de X, il faut montrer que V est scalaire. Alors, on va dégainer une racine de qui V, donc le polynôme caractéristique de V. Et effectivement, qui V, étant donné qu'on est sur C, et là c'est important de parler du corps des complexes qui est algébriquement clos, donc il y a une racine, ce polynôme, qui est non constant, possède évidemment une racine. Donc ici, lambda existe. Et ça, bon, je pense que pas mal de gens ont dû oublier, parce que beaucoup de gens pensent que un sous-espace propre, c'est acquis de droit. Non, un sous-espace propre, c'est pas acquis de droit. Dans R, il n'y a pas de sous-espace propre. Pour, par exemple, 0, 1, moins 1, 0, dont le polynôme caractéristique, c'est x2 plus 1. Bien. Donc on va regarder le sous-espace propre E lambda, mais cette fois-ci pour V, d'accord. Il est non nul, puisque c'est un sous-espace propre, parce que lambda est une valeur propre, et il est stable par tout U de X, d'après 1, parce que tout U de X commute avec V par hypothèse. Voilà. Donc E lambda est non nul, et il est stable par tout X, donc ça veut dire que ce sous-espace stable ne peut pas être celui-ci, donc automatiquement c'est celui-là. Donc E lambda égale E, c'est-à-dire que quel que soit X dans E, V de X égale lambda X, ça veut dire que V c'est l'homothétie de rapport lambda. Et là, c'était terminé pour le petit 2. Maintenant, troisièmement, un peu de dualité. Voilà, on va se faire plaisir avec la dualité. Ici, vous avez A
une sous-algèbre irréductible de Hand de E, et il faut montrer que A transposé, donc qu'est-ce que c'est A transposé? C'est l'ensemble des U transposés. Alors U transposé, c'est des endomorphismes du dual, E étoile, où U parcourt A, et il faut montrer que c'est une sous-algèbre irréductible de Hand E étoile. Le plus simple, on peut le faire hein, de façon en regardant les axiomes des sous-algèbres, hein, mais on peut le faire aussi comme ça. J'appelle grand T l'application de Hand de E dans Hand de E étoile qui a U associe la transposée de U, d'accord? Donc ça c'est bien défini. Et c'est connu, c'est au programme, etc. Et on peut affirmer que c'est un endomorphisme d'espace vectoriel, même un isomorphisme hein, d'espace vectoriel. Bien. Alors, maintenant de plus, on sait que la transposée de U rond V, c'est la transposée de V rond la transposée de U. Donc, globalement, ça veut dire que grand T transforme une sous-algèbre en une sous-algèbre. Voilà. Donc on a bien une sous-algèbre, et ça c'était la première chose à faire. Il ne faut pas oublier, quand on dit sous-algèbre irréductible, ce n'est pas partie irréductible, c'est sous-algèbre irréductible. Maintenant, il faut montrer que c'est irréductible. Alors, il faut prendre un sous-espace phi de E étoile, il faut supposer qu'il est stable par A transposé, et il faut montrer que phi, c'est forcément soit 0, soit E étoile tout entier. Alors, regardez, je vais montrer que, à partir de phi, je vais montrer que si f, c'est l'anté-orthogonale, ou on peut dire aussi l'orthogonale, de phi, donc f est un sous-espace finalement de E, alors f va être stable par A, cette fois-ci. Alors ce que je vais montrer, c'est que si phi est stable par A transposé, alors l'anté-orthogonale est stable par A. Bon, bah oui, on va montrer que f est stable par A, en montrant que si x est dans f, alors u de x pour tout u de A, d'accord? Donc là c'est u, je l'ai pris dans A. Hein. U de x appartient encore à f, c'est-à-dire ici que u de x est orthogonal à grand phi. Donc je vais prendre petit phi dans phi, et je vais regarder phi de u de x, et ça, il faut que je montre que ça fait 0. Mais ça, c'est phi rond u de x, donc par définition de la transposée de u de phi. Donc ça, c'est quelque chose à bien connaître quand on rentre dans le dual. Hein. Quelle est la définition de u transposé? U transposé, c'est l'application qui a phi dans E étoile associe phi rond u. Donc ça, c'est égal à ça. Et maintenant, comme ça, c'est dans phi, parce que, tout simplement parce que grand phi est stable par U transposé, d'accord? Parce que U transposé est là-dedans, et que x est dans f, et bien là, ça va faire 0. Donc on a bien la stabilité. C'est quand même quelque chose d'assez classique qu'il faut savoir faire correctement. Bien. Conclusion, phi orthogonale, ou anti-orthogonale si vous préférez, est stable par A, qui est une sous-algèbre irréductible, donc c'est soit 0, soit E, et donc phi, qui est l'orthogonale, ça va être de f, ça va être soit l'orthogonale de 0, soit l'orthogonale de E. Dans le premier cas, l'orthogonale de 0, c'est E étoile, dans le deuxième cas, l'orthogonale de E, c'est 0. Et donc, dans tous les cas, on a montré que A transposé était une sous-algèbre irréductible, puisqu'on a démontré l'irréductibilité ici. Voilà, on va continuer sur cette partie 2. Alors, quatrièmement, on prend x non nul dans E, et il faut préciser le sous-espace AX. Je ne sais pas exactement, en fait, ce qui était dit, préciser à quoi est égal le sous-espace vectoriel AX de E. Donc déjà, ils disent que c'est un sous-espace vectoriel, ce qui n'est pas tout à fait évident. Mais bon, est-ce qu'il faut le montrer à partir du moment où ils le disent? Bon. Alors, AX est égal à, par définition, c'est l'ensemble des U de X quand U parcourt A. Je vous rappelle que A, c'est une sous-algèbre irréductible de Hand de E, donc ça a bien un sens. Donc ça, c'est dans E. Alors,
Pourquoi c'est un sous-espace vectoriel de E, déjà? Bon, moi je préfère quand même le montrer, même s'il l'affirme. Regardez, vous avez un morphisme qui va de A dans AX, c'est le morphisme d'évaluation en X. Le morphisme d'évaluation en X, vous avez le droit d'en parler, et c'est l'application qui a U donne U de X. U est un endomorphisme, et U de X est bien dans E. Donc l'image d'un sous-espace, par un morphisme, c'est un sous-espace, et par définition, ce sous-espace, c'est AX. Voilà. C'est stable par A. Bon, alors ça c'est important, parce que si on prend un élément de AX, donc il est de la forme U de X, et qu'on le passe par V, avec V dans A, ça c'est dans A, alors V de U de X, c'est V rond U de X, mais V rond U, ça appartient à A, parce que A est une algèbre, donc stable par la loi rond, et donc ça reste dans AX. D'accord ? Donc c'est bien stable par A, et c'est non nul. Alors pourquoi c'est non nul? Attention, c'est non nul parce que X est non nul dedans. Et pourquoi X est non nul dedans? Parce que X, c'est id de X, et que id, par définition, est dans A. On avait dit que A était une algèbre unitaire. Voilà, dans l'énoncé en tout cas. Bon. Donc ça fait id de X égale X, est différent de 0, donc c'est bon. Maintenant, AX est donc égal à E, puisque c'est un sous-espace stable par A, non nul, et que A est irréductible. Voilà. Bon, petit 4. Maintenant, petit 5, qui n'a rien à voir pour l'instant avec le petit 4. Soit petit u dans AND de E de rang 1. Il faut montrer qu'il existe un Y dans E et L dans E étoile, donc une forme linéaire, telle que quel que soit X dans E, U de X est égal à L de X, Y. Donc regardez, vous pouvez faire rapidement dans votre tête une analyse synthèse. L de X, Y, ça, c'est bien un endomorphisme. Donc l'application qui a X donne L de X, Y, L est fixé, Y est fixé, L dans E étoile et Y dans E, c'est bien un endomorphisme de rang 1, de rang 2, si Y est non nul, évidemment. Là, ils auraient pu mettre Y non nul, quand même, je pense. Mais bon, ils l'ont pas eu. Et c'est un endomorphisme parce que L est linéaire, donc c'est facile à voir. Que U est linéaire et va bien de E dans E, c'est clair. Bien. Maintenant, réciproquement. Alors, si le rang de U est 1, ça veut dire que im de U, c'est une droite, donc engendrée par Y, et c'est pas mauvais de préciser que Y est non nul, même si l'énoncé ne le précisait pas. Et donc, quel que soit X, U de X est proportionnel à Y par définition, et cette constante de proportionnalité, on va l'appeler L de X. Pour l'instant, L est juste une application de E dans C, dans le corps. D'accord ? Donc pour l'instant, L, ça va de E dans C, qui nous donne cette constante. Maintenant, il suffit de montrer que L est linéaire. Donc regardez, je vais regarder L de alpha x plus alpha prime x prime, et je veux montrer que c'est que c'est alpha L de x plus alpha prime L de x prime, mais je vais multiplier ici par y, voilà. Et donc ça, par définition, c'est U de alpha x plus alpha prime x prime. Comme U est linéaire, c'est ça. Et puis là, maintenant, j'utilise le fait que l'écriture comme ça de U de x pour écrire cela. Et maintenant, attention, ne dites pas on divise par y, on ne divise pas dans E, mais comme y est non nul, cette égalité, mais il faut absolument dire que y est non nul. Si y était nul, ça ne nous donnerait pas ça. Mais si y est non nul, alors on a ceci. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait, c'est si lambda fois y égale 0 avec y non nul, alors lambda est égal à 0. Et on applique ça à cette égalité en passant de l'autre côté. Voilà. Donc le 5 est fait. Alors maintenant, 6. Il faut montrer que si A possède un endomorphisme de rang 1, toujours A sous algèbre irréductible, unitaire, bien sûr, alors A, c'est AND E tout entier. Alors allons-y. Ça, c'était pas tout à fait évident, il faut avoir une certaine expérience. Si U appartient à A,
Alors, comme A est une algèbre, pour tout V et tout W de A, eh ben, V rond U rond W appartient encore à A. D'accord? Voilà, hein, on multiplie à gauche et on multiplie à droite. Attention, c'est du non commutatif, hein, donc on est obligé de faire les deux pour avoir un maximum de trucs. Maintenant, j'écris comme dans 5 U de x sous la forme L de xy, et je regarde ce que donne V rond U rond W de x. Alors, vous voyez que déjà, sans le V, si on prend ça, ça va faire L de W de x de y, d'accord? Mais avec le V, ça va être V de tout ça, et comme ça c'est un scalaire, il sort, parce que V est linéaire, et ça va me faire L de W de x, mais de V de y. D'accord? On a passé le V ici. Et ça, alors toujours pareil, hein, important, hein, toujours savoir que L rond W, c'est par définition W transposé de L. Ça sert tout le temps, hein, dans la dualité. Donc ici, on a W transposé de L, de X. Donc ça, c'est mon scalaire, hein, d'accord? Regardez, au niveau syntaxe, X, c'est un élément de E, L, c'est dans E étoile, ça, c'est dans entre de E étoile, donc ça, c'est dans E étoile, et E étoile et E, ça donne naissance à un scalaire, hein, un élément de C. Et là, on multiplie cet élément de C par un élément de E, puisque c'est V de Y. Donc attention à toute cette syntaxe implicite, hein, dans ce genre de calcul où il y a beaucoup de genres différents qui viennent se mélanger. Hein. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a vu ça, je vais prendre EI, je vais fixer, hein, une base EI de E, et je sais qu'il existe un V dans A, tel que V de Y égale EI. Ça, je le sais par le 4, hein, parce que je vais prendre Y qui est non nul, donc je sais que AY, c'est E tout entier, donc ça veut dire qu'il existe un V tel que VY égale ce que je veux, et en particulier EI. Et maintenant, comme A transposé est aussi une sous-algèbre irréductible de AND de E étoile, d'après le 3, de la même manière, L, petit l étant non nul, évidemment, parce que si L était nul, U serait nul, or U est non nul, puisqu'il est de rang 1, eh bien, il existe un W dans A, tel que W transposé de L, égale ce que je veux aussi. C'est encore une fois par 4, on a remplacé A par A transposé, X par L qui est non nul, et E par E étoile. Hein, donc, mais c'est exactement la même chose. Donc, je peux prendre ce que je veux, et je vais prendre EJ étoile. Ce qui va faire maintenant que V rond U rond W d'un vecteur de la base que j'appelle EK, d'accord, et ben ça va être ici, regardez, ici c'est E étoile, EJ étoile de EK. EJ étoile de EK, c'est le symbole de Kronecker delta JK, et V de Y, c'est EI. Donc j'ai ça, mais ça, on l'a dit déjà dans le grand 1, hein, il faut savoir reconnaître que ça, dans cette base, matriciellement, ça s'écrit avec les matrices élémentaires EIJ. Voilà. Donc ça veut dire que, disons, si on regarde les choses matriciellement, toute matrice élémentaire EIJ s'écrit, hein, comme matrice d'un endomorphisme de A dans cette base fixée. Et cette base, voilà, elle ne bouge pas, hein, c'est une base de E, donc ça veut dire que EIJ, tout EIJ est dedans, donc il y a toutes les matrices, donc ici ça veut dire qu'il y a tout en 2, donc maintenant ça veut dire que A contient tout en 2, parce que évidemment A est un sous-espace qui contient une base de en 2. Voilà, hein, celui-ci était quand même pas facile, hein. Voilà, ça demandait un petit peu d'expérience. Ok, on continue. Il n'y a plus qu'une question 7, mais elle est subdivisée. Alors, on va terminer ce grand 2 avec panache. La question 7, d'accord, c'est en fait, bon, c'est là que tout se fait, hein, et où on va arriver au fait que A est égal à AND de E, c'est-à-dire que A contient, d'après la 6,
contient un élément de rang 1. Alors, la stratégie est de dire A contient forcément un élément de rang n, c'est l'identité, et ensuite je vais faire descendre le rang. Mais il ne faut pas trop qu'il descende, parce que s'il descend à 0, on va prouver que A contient 0, donc on va prouver quelque chose de trivial. Donc si on veut vraiment montrer que A contient un élément U de rang 1, il va falloir faire attention de descendre sans descendre complètement à 0. Voilà. Alors on va supposer que A contient un élément U de rang R supérieur ou égal à 2. Et on va montrer qu'il va posséder alors un élément U' de rang strictement inférieur à R, mais non nul. Ça, c'est important. Et comme ça, par récurrence, on aura notre élément de rang 1, et donc A sera bien en 2. Donc, allons-y. Petit a. Il faut montrer, alors donc on suppose déjà ça. Il faut montrer qu'il existe xy dans E et un v dans A, tel que U de x, U de y est une partie libre, et V de U de x est égal à y. Bon, alors ça c'est pas difficile, puisque le rang est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que la dimension de im de U est supérieure ou égale à 2, donc il y a au moins une partie libre de taille 2 dans im de U, donc de la forme U de x, U de y, puisqu'on est dans im de U. Donc il existe x et y tel que U de x, U de y est libre. Alors forcément, U de x est non nul, j'aurais dû mettre U de x ici. Et donc, d'après la question 4, il existe un V dans A tel que V U de x est égal à Y. Parce qu'on sait que A U de x, comme U de x est non nul, forcément c'est E tout entier. D'accord ? Donc on a ça. Voilà. Donc pas de problème là-dessus. Petit b. Il faut montrer qu'il existe un lambda dans C tel que UV moins lambda id restreint à U de E et ni injective ni nulle. Alors il faut faire attention parce que ça, non injectif, ça nous fait penser à ça, on restreint à ça, possède une valeur propre, lambda. Lambda est une valeur propre. Mais les valeurs propres, ça existe que pour les endomorphismes. Alors qu'ici, on a pris une restriction. Donc il faut montrer que la restriction, ici, est un endomorphisme. C'est-à-dire que U de E est stable par UV. Donc je prends UV de U de Z, donc d'un élément de U de E, ça s'écrit U de VU de Z. Donc on voit bien que quand on prend la restriction de UV à im de U, on a bien un endomorphisme de U de E, de im de U. Bon, donc ça veut dire, puisqu'on a un endomorphisme, qu'on a des valeurs propres. Mais si on n'avait pas vérifié ça, on n'aurait pas pu parler, on ne parle pas de valeurs propres d'une application linéaire. Bien. Donc maintenant, il faut rappeler que C est algébriquement clos, donc qu'il existe une valeur propre lambda à l'endomorphisme UV restreint à U de E, qui est maintenant un endomorphisme de U de E. Donc maintenant, je sais que ça, c'est mon injectif, puisque j'ai pris une valeur propre, c'est fait pour. Et il faut quand même vérifier que c'est pas nul. Mais si c'était nul, d'accord, si ça c'était nul, j'applique ça à un élément de U de E, et je vais l'appliquer à U de X est bien dans U de E, et je vais appliquer ça, et j'aurai 0. Donc j'aurai UV de U de X, moins lambda id de U de X, égale 0. Mais, regardez, ça veut dire U de Y, parce que ça c'est Y, ça, moins lambda U de X égale 0, or U de Y et U de X forment une partie libre, donc c'est pas possible. Donc par l'absurde, on a montré que c'était non nul. Voilà, donc on a montré le petit b, ni injectif, ni nul. Maintenant, il faut montrer que U' va faire le job. C'est-à-dire que U' va bien être non nul et de rang strictement inférieur à R. Alors oui, parce que là maintenant, c'est juste la formule du rang. D'abord, il est non nul. Bon, ça, on a dit qu'il était non nul. Et il est de rang strictement inférieur à R parce que
Quand on va regarder im de u', d'accord, alors ça c'est u', hein. C'est uv moins lambdaïde u' rond u. Voilà. D'accord. Donc, im de u', c'est im de ça restreint à u de e, puisqu'il y a le rond u. Voilà. On a besoin qu'une inclusion. Mais en fait, on a l'égalité. Mais on a besoin que d'une inclusion qui est évidente. Donc maintenant, le rang ici, c'est égal à dim de im de u'. Ici, si on a l'inclusion, on a juste inférieur. On n'a pas l'égalité, mais bon, c'est pas grave. Égal, là, j'applique la formule du rang à cet endomorphisme. Donc, je prends la dimension de l'espace de départ. L'espace de départ, c'est u de e, moins la dimension du noyau. Mais cette dimension-là, par définition, c'est R. Et la dimension du noyau, comme c'est non injectif, c'est strictement supérieur à 1. Donc ici, c'est strictement inférieur à R. Voilà. Donc on a trouvé notre u'. Et là, c'est terminé. On ne va pas faire tout le problème, on va s'arrêter au grand 2. Je vais parler un petit peu du problème. Et je vais aussi donner un contre-exemple au grand 2. Et ce sera notre épilogue et notre conclusion. Oui, alors un petit contre-exemple. Alors on a vu que C algébriquement clos était une hypothèse importante dans le problème, et on va voir que la conclusion est fausse si on est sur R. Si on prend A égale l'ensemble des matrices AB moins BA comme ceci, où AB parcourt R, vous reconnaissez finalement la construction du corps justement des complexes C. Alors A est inclus dans AND de R2. Bon, alors j'assimile AND de R2 aux matrices M2 de R, ici. Donc, on a cette inclusion, et A est une sous-algèbre, puisque c'est des complexes. Donc c'est stable par addition, c'est stable par multiplication par R, et c'est stable par multiplication entre elles, hein, puisque on sait même que c'est un corps, donc carrément. Alors maintenant, on a une sous-algèbre de M2 de R. Elle est différente de M2 de R parce que C est de dimension 2 sur R, alors que M2 de R est de dimension 4 sur R. Donc forcément, là, c'est différent. Et maintenant, si on a un sous-espace qui est stable par tout A, c'est-à-dire stable par C, c'est quoi? C'est un sous-espace de R2, que j'appelle F. Soit F, c'est 0, il est de dimension 0, soit il est de dimension 1, soit il est de dimension 2. Bon, alors donc il suffit d'éliminer la dimension 1 et on aura que A est une sous-algèbre irréductible. Alors, si F était une droite, ça voudrait dire qu'on a une droite vectorielle qui est stable par C. Mais C agit par similitude directe. D'accord? Donc, oui, ça veut dire, entre autres, que c'est une droite qui est stable par toute rotation. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est pas possible. Donc ça veut dire que F, c'est forcément soit 0, soit R2. Donc A est une sous-algèbre irréductible qui, elle, est différente de AND de R2. C'est pour ça qu'on a utilisé tout le temps que C était algébriquement clos, parce que c'était totalement nécessaire. Maintenant, pour parler du reste du problème, alors dans le grand 3, on introduisait des dérivations, dA, qui vont de Mn dans Mn, on est toujours sur C, qui a X associe à X moins XA. Et faut montrer que c'est des dérivations et que réciproquement, toute dérivation de Mn est sous cette forme. Alors ce qu'on appelle dérivation, c'est delta qui vérifie, qui est linéaire, et qui vérifie delta de Mn égale M delta N plus delta M de N. Voilà, fois N. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle une dérivation. Il faut montrer que toute dérivation est sous cette forme. Alors ça, c'est classique dans la théorie de Lie. D'ailleurs, le problème est vraiment inspiré quand même. Il doit sortir, je pense, d'un livre un peu avec des considérations de théorie de Lie. Après,
Le reste du problème, je l'ai trouvé un peu décousu. C'est-à-dire, il y a un théorème de Burnside, un théorème classique de Burnside, mais bon, vous avez vu déjà le grand 2 et le grand 1, il n'y avait rien à voir. Hein, à aucun moment on s'en est servi. Et là, le grand 3, on se sert à un moment du résultat du grand 1 pour le résultat final, que toute dérivation est sous cette forme-là. Mais c'est quand même un petit peu décousu. En tout cas, je pense sincèrement que le grand 1 et le grand 2 du problème de 2008, ça constitue un classique que tous les étudiants, que ce soit pour la grecque interne ou externe, devraient mettre dans leur musette pour un peu s'entraîner aux écrits. Voilà. Et c'est terminé.